Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi où aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie plus précisément de vous raconter une part de l'histoire de l'allaitement. Mais avant d'aller plus loin, je vous engage bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à enclencher la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos qui vont sortir. Et moi je vais absolument me gratter le nez là tout de suite maintenant parce que ça me chatouille trop fort et que je ne pouvais pas me retenir. Ça n'avait rien à voir avec le propos. Des fois, je me dis, je sais pas comment vous faites pour suivre toutes les vidéos. Alors, on reprend. On a dit l'abonnement? Oui. On a dit la cloche? Oui. On a dit le petit pouce? Mais oui, mais ça vous le fera en fin de vidéo si ça vous a plu. Et puis le commentaire, comme d'habitude. Ah oui, j'allais oublier, bien entendu, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder cette vidéo. Je ne fais pas de schéma scientifique, donc à la limite, c'est pas très grave. Mettez des écouteurs et vaquez à vos occupations. C'est parti pour la petite histoire, une tranche d'histoire de l'allaitement dans cette vidéo. Vous ne m'en voudrez pas, je lirai beaucoup mes notes parce que je n'ai pas tout en tête et que c'est fastidieux l'histoire de l'allaitement, donc j'ai pas tout retenu par cœur. J'ai envie de vous amener, on se replonge en arrière, on ferme nos petits yeux, on imagine la tenue des femmes des années 60, 70, on est dans cette époque-là et on va parler de l'allaitement dans les années, en tout cas de la prise de conscience autour de l'allaitement dans les années 60 à 70. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que dans les années 1960, des petites voix isolées de professionnels de santé s'élèvent contre l'emploi de lait industriel. Dans des pays développés, comme admettons comme par hasard la France, l'allaitement parental est fortement mis à mal. Il est même supplanté par l'utilisation de lait industriel. Et oui, à cette époque-là, c'est l'avènement du lait industriel. Et donc, on va voir que l'allaitement en prend un coup à ce moment-là. Les pédiatres, certains pédiatres, s'insurgent contre cet état de fait, contre cette façon de privilégier le lait industriel au lait maternel, mais leurs efforts pour la promotion de l'allaitement parental, finalement, ils mettent essentiellement l'accent sur la responsabilité des femmes à l'époque, sur la responsabilité des parents et donc sous une certaine forme de culpabilité, voire même à cette époque, si on ne veut pas allaiter, l'hôpital nous demande de signer des décharges. Carrément, on doit signer des décharges pour stipuler que l'on n'a pas envie d'allaiter. Assez dingue quand même. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on signe des décharges comme quoi on n'a pas envie de donner du lait infantile, du lait industriel à nos enfants et que ça remonte au lobby, hein, ça serait pas mal. Peut-être dans ce sens-là, ça ferait bouger aussi certaines choses, allez savoir. En tout cas, dans les années 60, on peut carrément entendre des slogans en faveur de l'allaitement du type « la vache ». Le lait de vache, c'est pour les veaux. Le sein, c'est sain. Pas compris? Le sein, c'est sain. Voilà. Donc, mais j'ai envie de vous dire que ces slogans, on aurait tendance à les retrouver encore hein, dans les années 2020, 2020. Hein, la vache, le lait de vache, c'est pour les veaux. Le lait de jument, c'est pour les poulains. Hein, je pense qu'on les retrouve assez aisément, ces slogans, encore aujourd'hui. Dans les pays du tiers-monde, eh bien, c'est une histoire plus mitigée. Des médecins, surtout anglo-saxons d'ailleurs, prennent eux conscience de l'utilisation des laits infantiles. Eh oui, je vous rappelle que nous sommes dans des pays du tiers-monde. Déjà, le lait infantile, le lait industriel coûte cher et c'est parfois pour des parents qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Donc effectivement, il y a des dangers à l'utilisation de ce type d'alimentation pour les bébés. De plus, dans les populations défavorisées, eh bien, ces médecins constatent une effroyable mortalité infantile. Donc ils dénoncent évidemment la commercialisation, on s'en doute, de produits coûteux, comme je l'ai dit, que l'on dilue, bien entendu, je vous l'ai dit, dans de l'eau qui n'est pas nécessairement potable. Et puis qui dit eau qui n'est pas nécessairement potable, dit l'utilisation de matériel qui n'est pas nécessairement très bien nettoyé, ni même stérilisé. Je sais qu'aujourd'hui on va me dire, oui mais il n'y a plus besoin de stériliser les biberons. Les gars, on parle pas de gens qui ont un lave-vaisselle chez eux avec mode séchage ou qui ont accès à du produit vaisselle avec une brosse et tout le tralala, avec une eau claire type cristalline ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'action chez Cristalline, hein. Mais on parle pas de ça là. Hein. Que nous ici on passe nos bibes au lave-vaisselle et qu'on les laisse sécher et que ça suffise, je veux bien, mais pas là-bas quoi. Du coup, on se doute bien que dans ces pays-là, la notion de protection de l'allaitement met évidemment l'accent sur la responsabilité non pas des parents mais du modèle médical, occidental, nous quoi en fait. Et bien sûr des fabricants de lait industriel, on s'en doute. Alors je vais carrément vous lire un extrait de mots apparemment d'un des premiers détracteurs de l'allaitement
artificiel dans le tiers-monde, donc du lait infantile dans le tiers-monde. C'est un médecin anglais qui s'appelait Cicely Williams. Et c'était une femme qui n'hésitait pas à parler de meurtre par le lait en parlant du lait industriel. En 1939, elle a même déclaré « Si votre existence vous remplissait d'autant d'amertume que la mienne, quand je vois jour après jour ce massacre des innocents dû à une alimentation inadéquate, alors vous penseriez comme moi je crois qu'une propagande erronée en matière de nutrition infantile devrait être punie comme la forme la plus criminelle de sédition et que ces morts devraient être considérées comme des meurtres. On est quand même sur des mots assez puissants et en même temps on peut la comprendre. On est dans un pays où, comme je l'ai dit et encore aujourd'hui, l'accès à l'eau potable peut être extrêmement compliqué et on a des équipes médicales qui vont comme ça aller conseiller du lait infantile encore et encore aux parents et on se doute bien. Je vous invite à revoir, je pense qu'il est trouvable sur YouTube, le documentaire, donc ça s'appelle Enquête d'investigation je crois, elle s'appelle Lucé, Elodie Lucé, Cécile Lucé, Elodie Lucé, je ne me souviens plus du prénom du prénom de la présentatrice, mais c'est Madame Lucé, donc dans Enquête d'investigation qui avait, Clash Investigation, un truc dans ce genre là, ça doit se retrouver. Et j'essaierai de vous le retrouver, de vous mettre le lien en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple, mais qui avait enquêté justement sur l'industrie, et c'est là l'idée en fait, qui avait enquêté donc avec ses équipes sur effectivement les laits infantiles et sur comment les lobbyistes dans certains pays vont jusqu'à payer les études des sages-femmes, vont jusqu'à leur payer leur cabinet pour s'installer, si et seulement si en contrepartie elles font la vente, elles promeuvent leur lait industriel dans des pays où on n'a pas accès à l'eau potable, dans des pays où les rations, le lait est tellement cher que les parents mal informés, mal accompagnés, mal renseignés finalement divisent les rations donc de lait en poudre qui devrait être mis dans le contenant et remplissent en plus ça avec de l'eau qui n'est probablement pas propre à la consommation, donc impropre, qui est probablement impropre à la consommation, et donc parfois on voyait dans le reportage des bébés de 2 ans qui avaient le physique de bébés de 6 mois, quoi. C'est absolument dramatique. Donc on peut comprendre que cette médecin, déjà dès 1930, utilise des mots aussi forts que sédition, que meurtre, vraiment on peut complètement comprendre. Alors je me doute à ce stade de la vidéo que je ne vais pas me faire que des potes. Bien entendu. Mais je vous rappelle que je parle des années 1960-70 où les technologies en termes de biberon n'étaient peut-être pas celles qu'elles sont aujourd'hui, que les technologies en termes de lait infantile ne sont peut-être pas ceux qui sont aujourd'hui, et encore aujourd'hui il y a souvent des rappels de ce type de produits dans les magasins parce qu'il y a des contaminations, on va pas se mytho, donc chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Je rappelle qu'il est tout à fait possible de choisir après tout si on veut nourrir son bébé de lait avec du lait industriel ou si on est en allaitement mixte. Il y a aujourd'hui, heureusement en 2020, suffisamment de choix pour faire un choix éclairé d'un lait qui soit potentiellement de qualité. Ici on est en France, qui soit produit de façon locale avec des emballages éco-responsables et dont la traçabilité est faisable. Je pose ça là, comme ça, même s'il y a 2-3 personnes qui râlent en mode contre le biberon, je vous rappelle que je ne suis contre rien du tout, je fais juste un petit cours d'histoire aujourd'hui, voilà, on se détend du soutif, tout va bien se passer, prenez un petit verre d'eau, ça va aller. Il y a un autre détraqueur qui est lui pédiatre américain, qui s'appelle Derek Jelliff, je sais pas, Jelliff, vous savez quoi, je vous l'écrirai soit ici, soit en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc, ce fameux pédiatre américain, lui, invente un terme qui s'appelle malnutrition commerciogène. Malnutrition commerciogène, c'est-à-dire la malnutrition commercialisée, quoi. On va pas faire plus clair comme terme, je pense, à un moment donné. Et en 1968, il s'interrogeait quant à lui sur... il s'interrogeait lui plutôt sur... de la façon suivante. Pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à envoyer ma chaîne. Il s'interrogeait lui de la façon suivante, et là je cite, « Est-il moral d'employer des techniques publicitaires modernes et puissantes pour vendre des aliments infantiles à des populations qui n'ont pas les moyens de les utiliser en quantité adéquate ni de façon hygiénique? Des aliments infantiles doivent-ils faire l'objet d'une publicité large dans des régions où l'allaitement maternel est pratiqué sans problème ?»
Donc il revient exactement sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans des populations où les gens n'ayant pas les moyens de se payer une boîte de lait toutes les semaines, et ben ils vont diviser les rations de poudre et puis ils vont mettre ça avec un lait qui n'est pas avec une eau qui est impropre à la consommation. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de dire juste avant. Et effectivement, on peut se poser des questions. Je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le code de commercialisation des produits de substituts pour les des PCN, des produits je vais pas y arriver, hein. Le code de commercialisation des produits de substituts au lait maternel. Un truc comme ça. Pareil, je vous remettrai les infos en barre d'infos. Et je vous rappelle que si certains pays l'ont ratifié dans son ensemble, et c'est ce qui fait que vous ne trouverez pas de lait infantile premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième âge, j'exagère, dans les magasins, vous n'en trouverez nulle part, ce ne sera que sur prescription, une ordonnance que vous irez chercher en pharmacie, mais vous n'en trouverez pas en vente libre, vous ne trouverez aucune publicité autour de ça, alors qu'en France, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des publicités de lait infantile deuxième âge dans les pharmacies? Pourquoi est-ce qu'on en trouve en vente libre dans les grandes surfaces? Tout simplement parce que la France n'a pas ratifié l'entièreté du code de commercialisation des produits de substituts au lait maternel. Merci la France, comme d'hab. Bref, non, il y a des choses bien aussi, on va pas cracher dessus. Mais voilà pourquoi nous, on se retrouve avec des publicités sur le lait deuxième âge. Voilà pourquoi nous, sur les boîtes de lait, il est marqué l'allaitement reste meilleur pour la santé, l'allaitement reste le meilleur pour la santé du bébé. Hein. Il y a plein de mamans qui me disent ouais mais t'as vu sur la boîte il y a écrit ça. Non, non, je vous explique, c'est une mention qui est obligatoire, qui est légalement obligatoire. Sans ça, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi, c'est parce que la France n'a pas entièrement tout ratifié. On continue notre petit cours d'histoire du jour. Dans les années 70, le débat, lui, devient clairement public et même international et il va se focaliser sur les pratiques commerciales. Voilà, on va arrêter de culpabiliser les parents et on va se focus sur les pratiques commerciales. On se doute donc que les pratiques commerciales sont clairement décriées, stigmatisées. Les plus stigmatisées vont être l'utilisation de la caution professionnelle de santé pour prescrire le lait infantile, la distribution, sans doute de biberons, d'échantillons gratuits dans les box, hein, ce qui se fait toujours en 2020, toujours cadeau, des box, hein, vous savez les petites box, quand on est enceinte à partir du 7e mois de grossesse je crois, vous pouvez faire le tour de tous les commerces qui vous entourent de type grande surface et vous pouvez demander votre box pour bébé, voilà. Et dans la box en général vous avez des échantillons de produits d'hygiène, vous avez des échantillons parfois pour les plus garnis d'un petit pot, d'un sachet de céréales à tester, et vous avez des bons de réduction pour les laits infantiles, voilà. Et la même dans les matères, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, et ça existe toujours. Et on se bat avec ça depuis les années 70. C'est long, très long. Bien sûr, et décrier les messages publicitaires qui incitent, qui du moins mettent le doute chez la jeune mère. Si vous n'avez pas assez de lait, voilà, si vous manquez de lait, si votre poitrine n'est pas adaptée, si votre mère n'a pas pu allaiter. Bref, le genre de petites phrases comme ça qu'on place insidieusement mais qui mettent bien déjà le doute dans un néocortex qui n'a absolument pas besoin de ça. Je vous rappelle que le néocortex pour allaiter a besoin de repos, trop de questions tue le cerveau et du coup qui en profite par là même pour tout simplement idéaliser le lait infantile par des imageries particulièrement attirantes. Souvenez-vous de cette pub, je crois, je n'ai plus la télé, je ne sais pas si elle passe encore, mais il y a cette fameuse pub où on voit une maman qui est en train d'allaiter son bébé et elle tourne sur elle-même et au bout d'un moment, en fait, elle fait un tour et quand elle revient à elle-même, elle a un biberon dans la bouche du bébé. C'est-à-dire qu'on parle de l'image douce, bienveillante, tout ce que peuvent véhiculer les magazines autour de l'allaitement, parce qu'on rappelle que la réalité c'est pas toujours ça en plus de ça. Elle est pimpée, elle est bien, elle est lisse, machin, elle a son petit bébé au sein comme ça. Alors en plus on ne la voit pas vraiment parce que en plus au moment où elle tourne, on la voit pas vraiment de face je crois dans la pub, mais bref, au départ c'est clair, elle a son bébé au sein, elle tourne et elle se retrouve avec un biberon de lait pour son bébé, qui aurait pu être un choix somme toute, mais là c'est utilisé dans le cadre d'une publicité et c'est assez gênant puisque je crois que le parallèle est fait entre les deux effectivement, en mode faites bien ce que vous voulez mais bon, notre produit reste meilleur. Voilà, donc on se bat avec ça aussi depuis les années 70. C'est toujours très long les gars, vraiment toujours. Alors fut une époque, il y avait l'emploi de ce qu'on appelait des milk nurses, des infirmières du lait, figurez-vous. Et en fait, alors ça je vais le relire parce que en fait c'était des commerciales. Je vais le relire parce que même moi j'y croyais plus. C'était des commerciales, donc dans les années 70, hein, c'était des commerciales qui étaient habillées comme des infirmières, qui étaient souvent payées à la commission et qui faisaient toc toc toc. Bonjour madame, oh vous êtes jeune maman, comme il est mignon. Bah ça tombe bien, j'ai des produits pour vous.
Voilà, en gros, hein, on aura compris. Et oui. Oui, il y a eu pendant tout un temps ce taf, effectivement, c'était donc des femmes commerciales qui étaient embauchées et qui faisaient le tour de chez les jeunes mères. Hein. Forcément, avec les maternités, on a hein, les références, on se doute bien qu'elles n'ont pas été les chercher n'importe où. Hein. En tout cas, que les boîtes qui les emploient n'ont pas été les chercher n'importe où, cette adresse. Et elles faisaient le tour chez les jeunes mères pour venir proposer leurs produits à leur. Et puis, bien sûr, on se doute bien, mais comme aujourd'hui, toujours, on va critiquer la diffusion à grande échelle de messages publicitaires direct visant le grand public, mais ça encore aujourd'hui j'ai envie de vous dire, par exemple sous forme de panneaux publicitaires, hein, des grandes affiches toutes douces, de les deuxième âge, dans les pharmacies, on voit bien, voilà, au bord des routes ou dans les campagnes à l'époque radiophoniques, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une vidéo pour du lait infantile avant cette vidéo là, je n'y peux rien, c'est YouTube qui décide, c'est pas moi, donc voilà, maintenant on a en plus de ça tous les réseaux sociaux, hein, quand vous scrollez dans vos stories Instagram et que vous avez une story publicitaire glissée entre les deux qui vous propose du lait infantile, voilà, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus moderne, déjà qu'en 70 on se battait, mais alors là, je sais pas si un jour on gagnera ce combat là quand même. Bref, continuons. Les pratiques commerciales très vivaces en Afrique dans les années 70. En 1970, au Nigeria, 87% des mères utilisaient le biberon, sous-entendu utiliser le lait infantile, parce que je vous rappelle que dans un biberon on pourrait donner du lait maternel, mais encore une fois, on est dans les années 70, et déclarer l'avoir fait sous le conseil des fameuses milk nurses. Bon, on était dans les années 70. Mais parfois je me dis qu'on n'a pas beaucoup évolué quand même. Hein. Sachez que pendant le seul mois d'août 1974, en Sierra Leone, qu'est-ce que je l'ai bien dit, 135 messages publicitaires de 30 secondes pour un substitut donc de lait maternel ont été diffusés à la radio. On se la refait. On est dans les années 1974, ok? J'allais finir, non, pas. On est dans les années 1974. Nous sommes en Sierra Leone, nous sommes sur une radio, donc de grandes ondes publicitaires, et là, 135 messages, 135 pubs de 30 secondes. Ça fait beaucoup. Si on essaye de mentaliser le truc, ça fait beaucoup quand même. Bien sûr, à partir des années 70, ça y est, on commence à rentrer dans les premières actions en justice qui sont menées. En 1973, l'organisation anglaise War on Want édite une brochure intitulée Les tueurs de bébés, comme ça au moins c'est placé les gars, dans laquelle un grand fabricant, qu'on ne nomme pas, des produits lactés est mis en cause. Alors si je me souviens bien de 1973, je vois tout à fait de qui on parle en plus de ça, et qui est un grand fabricant qui à l'heure actuelle ne fabrique plus que du lait infantile, il fabrique beaucoup d'autres choses. On arrive en période de Noël, si c'est bien la marque à laquelle je pense, ils fabriquent aussi des chocolats, enfin voilà. Ils se sont diversifiés hein, depuis le temps. Le procès intenté par la marque, a pour conséquence une médiatisation importante du problème, enfin. Le boycott du fabricant débute en 1977 aux États-Unis, puis s'étend à de nombreuses régions du monde, et si c'est bien ce à quoi je pense, ça a même touché la France. Des actions en justice contre d'autres fabricants de lait pour enfants auront lieu par la suite. Alors, de mémoire, je crois qu'aucun n'a été gagné et qu'à chaque fois ce sont les grandes marques qui ont remporté le truc. Hein. Ou alors il y a eu des amendes, je crois, des amendes mais largement payables par les grandes marques en question de mémoire. J'essaierai de rechercher ça aussi si vous voulez, si ça vous intéresse qu'on en reparle soit dans un live, soit dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça y est! Les actions en justice commencent à être intentées et du coup, dans la même mouvance, la mobilisation en faveur de la protection pour l'allaitement maternel, l'allaitement parental, et bien ça y est, s'élargit, il y a une certaine prise de conscience. Ça y est, avant on râlait un tout petit peu dans son coin, et puis maintenant il y a une bonne prise de conscience. Des groupes d'horizons divers, vraiment tiers-monde, religieux, politique, social, voilà, commencent à s'allier, commencent à se regrouper pour tout simplement commencer à faire de la prévention et de la protection autour de l'allaitement maternel. D'ailleurs, sachez que la Leche League a été formée bien avant ça, parce qu'elle a été formée en 1956. J'imagine pas comment les meufs, elles ont ramé jusqu'à ce que ça y est, il y ait des neurones, des lumières qui s'allument en haut de certains cerveaux. Waouh! Et puis finalement, le débat commence à gagner la scène politique et internationale. Une commission du Sénat américain présidée par Kennedy enquête sur la publicité et les méthodes de commercialisation des laits industriels pour nourrissons.
dans les pays du tiers-monde. Elle demande à l'OMS de se saisir du problème et l'OMS met en place des recommandations que l'on connaît aujourd'hui. En octobre 1979, une réunion conjointe entre l'OMS et l'UNICEF sur l'alimentation du nourrisson et du jeune se tient finalement à Genève et effectivement elle conclut à la nécessité de la réglementation appropriée sur la publicité et la commercialisation des substituts du lait maternel et inventera et élaborera le code international, et c'était ça que je cherchais tout à l'heure, le code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Donc le code international des substituts du lait maternel, ça y est, il est né, il est pondu, il est là. Et nous ne l'avons pas ratifié dans son entièreté, je le rappelle. C'est cadeau. Qui ne sera adopté d'ailleurs que 2 ans plus tard. Donc c'est adopté effectivement en 1981. Et il y en a qui signent tout et il y en a qui signent pas tout. Voilà. Il y en a qui sont bons élèves et il y en a d'autres, je pense qu'ils sont grassement payés sous la table. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres... je vois pas d'autre explication en toute franchise. Cette réunion sera aussi l'occasion pour les groupes engagés dans cette action de former une coalition pour travailler en réseau qui s'appelle LIPFAN. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est l'International Baby Food Action Network. Voilà, faites la traduction tout seul parce que moi je suis nulle. Mais c'est LIPFAN, effectivement c'est assez connu. Il y a souvent des gens de LIPFAN qui interviennent dans les colloques du type journée régionale de l'allaitement, journée nationale de l'allaitement, des conférences qui peuvent être mises en place par la COFAM, la Coordination française de l'allaitement maternel. Voilà, c'est un organisme dont logiquement si on traîne dans le milieu de l'allaitement, on en a déjà plus ou moins entendu parler, ils sont assez actifs, ils ont un site qui est assez intéressant, pareil, et on voit bien d'aujourd'hui qu'on est toujours dans cette mouvance, il y a encore du boulot, je n'ai pas connaissance d'actions récentes contre des grandes marques, en tout cas pas en France, ça ne me parle pas, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais en tout cas je trouve que au récit de ce qui se passait dans les années 60-70, on voit qu'il y a vraiment eu du pédalage dans la semoule. Dans les années 60, il y a eu une longueur, une difficulté à démarrer. Dans les années 70, ça y est, une super prise de conscience, machin. Il y a des groupes qui se forment, on a déjà la Leche-League depuis un moment, on a le code international de commercialisation des substituts au lait maternel, on a l'UNICEF, on a l'OMS, on a l'IPFAN qui commence un peu comme ça à prendre les choses en main, ça devient politique, ça devient médiatique. On en a parlé dans la commission des 1000 premiers jours, je crois, mais alors pour ce que ça a donné, excusez-moi, je rigole. Ça y est, on a des visages aussi qui commencent un peu à se dessiner d'acteurs repères dans le monde de l'allaitement, mais je trouve que malgré tout, arrivé en 2020, maintenant que je vous ai raconté toute cette histoire, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que finalement, arrivé en 2020, on pédale encore dans la semoule en fait, parce qu'aujourd'hui, on a carrément un effet de, on va agresser des mères qui allaitent dans un lieu public en fait, on va les frapper, on va leur interdire d'allaiter dans un organisme public qui en plus fournit des aides aux familles, type CAF, type centre de police et j'en passe et des meilleurs. Bref, on a vraiment des choses qui se passent à l'heure actuelle qui pour moi me donnent l'impression que oui, alors il y a eu une prise de conscience, ça la prise de conscience, on est d'accord là-dessus, il y a une grosse prise de conscience, mais je vous rappelle que tous les ans, les lobbyistes du lait infantile se réunissent en table ronde pour se dire ok, alors l'année dernière c'est toi qui as fourni tous les échantillons aux maternités du coin, écoute cette année ça va être telle marque. Non mais en fait, de ce côté-là, il y a eu zéro progression. On trouve toujours des échantillons, on peut recevoir des biberons parfois dans des commandes, quand on fait des commandes de vêtements de grossesse chez certaines marques, on peut se retrouver avec dans le colis en cadeau un biberon, des dosettes de lait de céréales, c'est rarement des dosettes de lait infantile, mais plutôt des dosettes de céréales. Dans les box qu'on peut récupérer dans les supermarchés, je vous dis à partir de 7 mois de grossesse, on peut trouver des échantillons, des bons de réduction, Enfin, à un moment donné, en fait, alors ouais, la prise de conscience, elle est là, mais en fait, en termes d'action, on pédale toujours dans la semoule, en fait. Et à mon sens, et ce n'est que mon impression personnelle, tant que... Il y a décidément ma famille qui a décidé d'utiliser l'eau aujourd'hui, je suis désolée, Bon, vu que Eve est là en plus dans la salle de tournage, forcément on entend. Pour ceux qui ne savent pas qui est Eve, faut assister au live sauvage, tout simplement. Je pense que de toute façon, tant que la France n'aura pas ratifié dans son ensemble le code international de commercialisation des substituts au lait maternel, je pense que malheureusement, on aura toujours cette bataille, toujours ce travail à faire.
Et je sais pas si un jour on s'en sortira, je l'espère, ou en tout cas j'espère que l'information autour de l'allaitement se transmettra encore et toujours plus, de façon à ce que finalement on ait encore et toujours plus de parents qui soient informés de façon convenable, qui puissent faire un véritable choix éclairé, quel qu'il soit, j'ai envie de dire quel qu'il soit, qui puissent faire un véritable choix éclairé, et puis que finalement les choses avancent réellement, parce que je me suis moi-même foutu le seum avec cette vidéo au final. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce petit cours d'histoire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée, j'attends vos réactions en commentaire et je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Ciao!